Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Il règne un drôle de climat depuis quelque temps en France, surtout depuis les polémiques autour de Gérard Depardieu, qui est suivi maintenant par Brigitte Bardot. Le Conseil constitutionnel a invalidé le projet de loi sur les 75%. Est-ce qu'il faut que le gouvernement présente un nouveau texte? Est-ce que vous y êtes favorable? Tout à fait. Il faut présenter un nouveau texte parce que, d'abord, c'était un engagement du président de la République. Et ensuite, parce que dans le moment difficile que nous affrontons, où nous voulons au bout inverser la tendance sur le chômage, et il faut un effort national, et cet effort national doit être partagé. C'est le redressement dans la justice, et il ne serait pas normal que ceux qui ont le plus haut salaire ou qui ont les revenus les plus importants ne participent pas à cet effort national. En tous les cas, l'invalidation par le Conseil constitutionnel a fait des dégâts. Je pense à Jean-Luc Huchon, par exemple, Jean-Paul Huchon, le président du Conseil régional d'Île-de-France, qui a dit, de toute façon, le mal est fait. Oui, le mal est fait, à l'évidence, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a pris cette décision, où il a jugé en opportunité, pas simplement sur un principe de droit. C'est pour ça que j'ai pu dire que le Conseil constitutionnel était composé de sages de droite, qu'il baignait dans une idéologie qui était celle de combattre l'augmentation des impôts. Bon, maintenant, les choses sont faites, mais c'est pas parce que le Conseil constitutionnel a pris position que nous ne devons pas, au niveau du Parlement, nous sommes souverains, remettre à nouveau ce texte en débat et l'adopter. Et le décret accordant la citoyenneté russe à Gérard Depardieu, les projets de départ de Brigitte Bardot, vous dites ça n'a aucune importance? Bon, tout ça est anecdotique au regard de ce que traverse la France et de ce que vivent les Français. On ne doit pas, je crois, passer son temps à débattre de ces questions. Autrement dit, vous pensez que sur Gérard Depardieu, on en a fait peut-être un petit peu trop? Enfin, en tous les cas, pas nous, mais les médias en mal d'information pendant la période de la trêve des confiseurs se sont rués sur cette anecdote. Alors, on va parler du projet de mariage pour tous, puisqu'il va occuper le débat dans les jours qui viennent, avec la manifestation prévue du 13 janvier, de dimanche prochain. La mise en garde lancée par Vincent Peillon aux enseignants des écoles chrétiennes, est-ce qu'il n'y a pas là quand même une atteinte à la liberté de conscience? Non, il y a la nécessité de réaffirmer la laïcité, tout en sachant que ce n'est pas la préoccupation principale du gouvernement. La préoccupation principale et prioritaire de ce gouvernement, c'est la lutte contre le chômage. La laïcité est un principe, et un très bon principe, qui doit être réaffirmé à chaque fois que celui-ci est mis en cause. Oui, monsieur le député, quel rapport? On parle du mariage pour tous, là, et vous nous répondez laïcité. Laïcité, c'est la séparation entre l'Église et l'État. À partir du moment où il y a un débat national et qu'il y a un débat à l'Assemblée nationale, ce n'est pas aux religions, quelles que soient, de se substituer au débat national, même si elles peuvent y participer sous la forme qu'elles désirent. Oui, parce qu'on peut très bien imaginer, par exemple, que les élèves de terminale en philosophie parlent de cette question. Pourquoi elle serait taboue? Là, la question n'est pas d'un débat à l'initiative de professeurs dans leur classe, mais d'une circulaire du secrétaire général de l'enseignement confessionnel demandant à ce que le débat ait lieu dans l'ensemble des écoles, non pas pour approuver le mariage pour tous, vous l'avez compris, mais pour le combattre. Mais est-ce que vous approuvez quand même le fait que dans ce débat-là, il faut quand même préserver la liberté de conscience, comme avait commencé par le dire le chef de l'État dans un premier temps au maire de France. Ensuite, il est un peu revenu là-dessus. Et à ce propos, est-ce qu'il y aura une liberté de vote? Est-ce que vous allez accorder aux députés une liberté de vote sur le projet? Alors, c'est deux choses totalement différentes. D'abord, premièrement, il y aura le débat nécessaire, normal, dans la société française, un peu partout, sur cette importante question, mais qui n'est pas, là, encore une fois, la question essentielle de la bataille gouvernementale aujourd'hui. Bien. Et après, le groupe socialiste avait envisagé la discipline de vote
à propos de la PMA. Vous savez que j'avais été défavorable à cet amendement. Aujourd'hui, il semblerait, mais on va savoir ça dans quelques jours, que ce débat sur la PMA serait dans le débat sur la famille et plus sur la question du mariage pour tous. Mariage pour tous, tous les socialistes sont d'accord, donc il n'y a pas besoin de mettre une mesure coercitive à ce vote. Est-ce que, pardon, dans le prolongement, il y a eu un sondage cette semaine, valeurs actuelles, une majorité de Français se déclarent pour un référendum sur la question. Est-ce que vous seriez d'accord pour que soit organisé un référendum sur la question du mariage pour tous? Non, je ne le pense pas, parce que ce serait ouvrir un débat national trop important qui nous détournerait de notre objectif principal, qui est la mobilisation pour l'emploi. En parlant de mobilisation, justement, le 13 janvier, il va y avoir une manifestation. Est-ce qu'elle vous fait peur, cette manifestation ? Aucune manifestation ne me fait peur depuis très longtemps. Alors ça, on sait, M. Cambadélis, que les manifestations ne vous font pas peur. Mais enfin, voilà. Beaucoup de personnes apparemment s'apprêtent à manifester. On parle même de 500 000 personnes. Hein, j'ai lu ça ce matin dans le JDD. Mais à partir de combien de manifestants vous estimez que le gouvernement pourrait revoir sa copie? Le gouvernement ne reverra pas sa copie. Il est maintenant très engagé. C'est un engagement du président de la République élu au suffrage universel, et je ne le vois pas revenir sur cette question. Mais je m'interroge quand même, petite pique ou petite interrogation, c'est qu'à chaque fois que la gauche est au pouvoir, la hiérarchie catholique est dans la rue. Ça pose quand même un problème. Mais c'est pas évident qu'il y ait que la hiérarchie catholique dans la rue. C'est pas évident, mais disons que c'est eux qui sont en première ligne. J'ai entendu André 23 ce matin parlant de la police de pensée. Je trouve que cette déclaration... Lui-même a dit qu'il n'y serait pas. Oui, mais j'ai trouvé cette déclaration vraiment excessive. Nathalie Kosciusko-Morizet propose une union civile en mairie pour les homosexuels. Est-ce que ça pourrait pas mettre tout le monde d'accord ? Non, je pense pas. Je crois qu'on a décidé, il y a un texte qui va être en discussion, on a décidé le mariage pour tous, il faut s'y tenir. Alors, Jean-Christophe Cambadélis, on entend peu Harlem Désir, premier secrétaire du Parti socialiste, depuis qu'il est en fonction. On vous entend presque plus que lui. Est-ce que vous ne seriez pas devenu le premier secrétaire bis du Parti socialiste ? Non, il y a un premier secrétaire qui a une tâche assez lourde parce qu'il doit coordonner l'ensemble de l'activité du Parti socialiste, mettre en mouvement ce dernier, et donc il est à sa tâche, mais vous l'entendrez dans quelques jours, ne vous inquiétez pas. Oui, mais enfin, je me permets d'insister parce que sur ces grands sujets dont on a parlé, que ce soit l'affaire Depardieu, l'affaire du mariage pour tous, est-ce que vous ne déplorez pas quand même l'absence face à l'exécutif d'un discours fort rue de Solferino ? Alors, ce n'est pas une critique envers Harlem Désir, c'est un désir que le Parti socialiste soit plus présent et anime plus le débat national. Mais cela, c'est une démarche collective. Il faut que tout le monde s'y mette. Il n'y a pas que Harlem Désir dans la direction du Parti socialiste. Et il serait bon que le Parti socialiste occupe totalement sa place, oui. Alors, on a vu le président François Hollande qui nous dit que la crise est derrière nous. Angela Merkel, elle, a dit que non, la crise n'est pas derrière nous. Alors, est-ce que chez nous, on fait preuve d'un petit peu trop d'optimisme ? Non, parce que nous ne parlons pas de la même chose. Ce que dit François Hollande, c'est que la crise de l'euro est derrière nous. C'est-à-dire qu'il y a maintenant la stabilisation de la zone euro, mais la crise économique et financière globale est toujours présente. La crise économique aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de croissance, la zone euro va être dans une situation de quasi-récession et on attend beaucoup du redémarrage américain pour faire en sorte que l'Europe puisse, elle aussi, être en période de croissance. Mais tout le problème, il est là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des mesures, comme le demande le président de la République, européenne, concertée, coordonnée, de relance de la croissance, c'est difficile de faire de la croissance dans un seul pays.
Alors la nouvelle année a commencé par ces deux séminaires sur l'emploi. À quoi ça a servi ces séminaires sur l'emploi et dans quel secteur allez-vous trouver ces fameux emplois d'avenir dont vous nous parlez? Alors, il y a plusieurs niveaux. D'abord, il y a la nécessité d'avoir une cohésion et une écoute de l'ensemble du gouvernement. Je crois que tout le monde le souhaitait, en particulier le Premier ministre, de concentrer et de bien expliquer l'ensemble des mesures, qui sont à la fois des mesures conjoncturelles. Vous avez parlé du soutien pratique à l'emploi, et puis des mesures structurelles, qui sont l'investissement dans la recherche, la modernisation de notre appareil productif, le soutien, si on peut y arriver, à une modernisation de nos relations sociales qui permettent d'embaucher plus facilement et de protéger plus fermement les salariés. Bref, c'est un ensemble, c'est tout un dispositif qui, pendant un an, doit nous permettre de nous battre sur l'emploi. Justement, à propos des conditions de travail, il va y avoir encore une réunion des partenaires sociaux cette semaine. Vous êtes confiant et que les partenaires sociaux vont arriver à se mettre d'accord, ou bien est-ce qu'il faudra que le président de la République tape du poing sur la table? Je le souhaite. Franchement, je crois que chacun devrait faire un effort. C'est nécessaire aux relations sociales, évidemment. C'est nécessaire aux salariés, aux entreprises, et c'est nécessaire pour la France. On peut pas tout le temps, à chaque instant, louer un peu trop à mon goût, mais c'est comme cela. Le dialogue social en Allemagne et l'image de la situation allemande, et puis ne pas faire les efforts nécessaires pour avoir une politique contractuelle qui permette d'aider au développement de notre économie. En tous les cas, en France, on a l'impression qu'on a du mal justement à avoir une politique contractuelle. C'est pas dans nos gènes. Oui, parce que j'observe que les acteurs, particulièrement le MEDEF, rentrent dans la négociation avec des positions, on va dire, radicales. Ils n'entrent pas avec des tentatives de médiation ou de recherche de synthèse, mais des situations dont il sait au point de départ, parce que tout le monde se connaît, tout le monde connaît les positions des uns et des autres, que les syndicats ne peuvent pas l'accepter. Donc ça ne crée pas, à mon avis, les conditions d'un compromis que je souhaite. Je pense qu'on peut encore y arriver. Alors on a vu le Premier ministre cette semaine, en tous les cas depuis la rentrée, Jean-Marc Ayrault, être très présent dans les médias. Son séminaire gouvernemental de lundi dernier, une tribune dans Le Monde, un retour sur Twitter également. Alors il s'oppose en chef d'équipe. Est-ce que vous considérez qu'il est remis en selle? Parce qu'on avait un petit peu l'impression, à la fin de 2012, qu'il était en perte de vitesse. Je pense pas. Je crois que sous la Ve République modifiée par le quinquennat, le rôle spécifique du président de la République et du Premier ministre sont complexes à mettre en place. Avec Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas de Premier ministre. Nicolas Sarkozy se substituait à son Premier ministre, voire au ministre. François Hollande cherche un équilibre entre la temporalité du président de la République, qui pense le long terme, qui fixe les objectifs, et le Premier ministre, qui est un chef d'état-major. Mais évidemment, quand le président de la République s'exprime beaucoup, le Premier ministre a médiatiquement disparaît, donc perd dans les sondages. Et si le Premier ministre parle beaucoup, on dit où est le président de la République. Donc c'est des problèmes de calage à effectuer tout au long du quinquennat. Vous avez dit, Jean-Christophe Cambadélis, que les socialistes allaient se retrouver seuls en 2013. Seuls, ça veut dire sans les Verts et sans les communistes. C'est une prédiction ou c'est un souhait? Non, malheureusement, c'est une prédiction. J'ai l'impression, mais je peux être détrompé, que le Parti communiste a décidé de faire le pari de notre échec. Sur le plan national, pas sur le plan local évidemment, et que les écologistes sont dans la réflexion avec un jour dans la majorité, un jour dans l'opposition, des positions contrastées on va dire, et ne soutenant que le budget du gouvernement. Donc dans ce moment difficile que nous allons rencontrer, où les socialistes vont se battre pour le redressement de la France et la lutte contre le chômage, pour la modernisation de notre appareil productif,
productif, pour la modernisation des relations sociales. J'ai l'impression que l'opposition qui est défaite fera feu de tout bois. J'ai l'impression que nos amis communistes ne seront pas au rendez-vous, ils l'ont déjà montré au Sénat, que les écologistes seront hésitants, que la presse ne fera pas de cadeaux, que les syndicats sont dans une situation conflictuelle vis-à-vis du MEDEF, donc que les socialistes seront seuls. Ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, ils peuvent faire passer les lois et on peut gagner au bout en redressant la France. Oui, mais monsieur le député, on a un peu l'impression là que vous faites passer les socialistes pour les victimes. Enfin, vous nous dites que le PCF a fait le pari de l'échec. Pourquoi ont-ils fait ce pari de l'échec? Ils ne sont pas partis avec cette idée-là préconçue quand vous avez gagné les élections. C'est aussi peut-être qu'ils ont été déçus par une certaine politique qui, à leur sens, et peut-être à juste raison, je ne sais pas, n'allait pas assez loin en faveur de la classe travailleuse ou des chômeurs, où on ne faisait pas assez au plan social en France. S'ils ont été déçus, ils ont été déçus rapidement puisqu'ils n'ont pas voulu participer au gouvernement. Donc c'est au point de départ qu'ils n'ont pas voulu intégrer le dispositif gouvernemental. Ils sont dans le soutien au cas par cas sans participation, ce qui est une position totalement respectable. Je ne mets pas ça du tout en cause et je ne les mets pas dans l'opposition, je ne les mêle pas avec la droite. Je dis qu'ils ont décidé cette attitude vis-à-vis de la gauche. Nous sommes dans une phase de redressement de notre pays dans la justice. Nous avons besoin de tout le monde, du Parti communiste comme les autres, mais j'ai forcé de constater qu'aujourd'hui, au Sénat, ils votent contre nous à chaque fois. Donc je me dis, pourquoi le font-ils ? Ils le font parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons, et puis parce qu'ils envisagent notre échec. Et alors, en 2014, alors pour revenir à la politique plus politicienne, en 2014, il y a des élections municipales. Vous aviez déjà dit que Anne Hidalgo était partie trop tôt dans la course. Maintenant, on s'en approche. Est-ce que vous-même, vous seriez candidat ? Non, moi je ne serai pas candidat. Il y a Anne Hidalgo qui est candidate, qui me semble être aujourd'hui en situation, même si Jean-Marie Le Guen, lui, agite des solutions qui me semblent pas inintéressantes et qui devraient être prises en compte en tout état de cause. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que les socialistes à Paris ne gagneront que s'ils sont unis. Ils ne pourront pas l'emporter après les 2 mandatures de Delanoë s'ils sont désunis. Et vous avez quelques craintes ? Oui, parce que je crois qu'il y a en ce moment l'idée que Anne Hidalgo étant désignée, toute autre voix ne pourrait pas être entendue. Je pense qu'il faut faire l'effort, Anne Hidalgo devrait faire l'effort de tendre la main à Jean-Marie Le Guen. Alors, un mot de politique étrangère. Les Israéliens vont se rendre aux urnes le 22 janvier prochain, dans 2 semaines. Nous ferons d'ailleurs une soirée, RCJ fera une soirée électorale ici et on vous invite, on espère que vous viendrez. Est-ce que vous allez soutenir vos camarades travaillistes en Israël ? Bien sûr, c'est notre parti frère. En Israël, je pense que la campagne qui est menée, très articulée sur les questions sociales, les questions quotidiennes, est une campagne qui porte ses fruits, même si, évidemment, la préoccupation principale, surtout après les événements que l'on a connus, reste la paix, les relations, évidemment, entre Israël, les Palestiniens, et les difficultés que ce pays connaît aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez que 2013 verra la fin de Bachar al-Assad ? Je le pense. Je crois que les déclarations du jour montrent l'ultime tentative de se maintenir au pouvoir dans une situation où ses derniers soutiens sont en train de le lâcher. Alors nous terminons, Jean-Christophe Cambadélis, comme c'est de tradition maintenant, sur la question MyBooks, Olivier Simon.
Oui, donc MyBooks, qui est un site, MyBooks MYBOOX, qui est un site d'actualité littéraire. Et la question MyBooks, elle est simple. Jean-Christophe Cambadélis, quel est votre livre de chevet actuellement ? Alors, comme souvent, j'en ai plusieurs, mais on va concentrer sur un domaine qui est un domaine politique important. Je lis L'âge des accès de Rifkin, qui est, à mon avis, un des livres majeurs de la décennie, qui analyse à nouveau le système capitaliste, en démontrant d'une manière, à mon avis, phénoménale, on en est passé de l'ère de la propriété à l'ère de l'accès, et que cela modifie totalement nos rapports, le rapport au capitalisme et nos rapports généraux. Alors à quoi ressemblera ce nouveau capitalisme ? Il ressemblera, il est déjà, hein. Bon, vous avez déjà ce qu'explique Rifkin, c'est-à-dire que vous avez déjà un capitalisme franchisé, c'est-à-dire que vous n'avez plus le propriétaire que vous connaissiez auparavant. Aujourd'hui, on a une franchise et ça permet au système capitaliste de ne plus avoir à porter les questions d'infrastructure, les questions de salaire, mais simplement un savoir-faire, une marque. C'est un système qui est tout à fait nouveau dans le sens où vous pouvez avoir la propriété dans un pays, l'activité dans un autre, le marketing dans un troisième, et donc on est dans une situation qui va de plus en plus de dématérialisation du capitalisme. Et donc on est dans l'ère post-industrielle, ça veut dire beaucoup de choses. On le voit par exemple quand on discute de la sidérurgie en ce moment. Merci, c'est donc le dernier livre de Jérémy Rifkin, économiste de renom. Merci Jean-Christophe Cambadélis, député de Paris, un des leaders du Parti socialiste qui était ce matin l'invité